Enregistrement. Now, on a enregistré. Bonsoir Magali. Ouais. Bonsoir tous les nouveaux arrivants. Bonsoir Michel, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc nous sommes en présence d'Olivier Chambon, Oui. qui nous fait ce plaisir de nous permettre de pouvoir échanger avec lui. Et comme Tony a lancé la chose, je lui laisse la parole dans un premier temps. Merci. Déjà, bienvenue à tout le monde sur Transintégrative. Alors, merci surtout Olivier Chambon qui a fait le grand honneur de venir nous parler parce que c'est pas n'importe qui, n'empêche. Hein. Mais Personne personne n'est n'importe qui. Ouais. Mais dans ce milieu, tu as un sacré bagage et tu as des appuis dans tes bagages, on va dire, qui sont pas négligeables et qui sont très intéressants. Là, déjà, si tu pourrais, pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas forcément, te présenter un petit peu. Ouais. Alors, je tenais déjà à dire que aujourd'hui, j'ai une petite forme. Je dis ça comme ça, hein, c'est pas pour me défausser de. J'ai pas la pêche et le drive que j'ai d'habitude. Hein. Donc, je vais faire avec. Hein, si je traîne un peu, si je vous sens peu enthousiaste, c'est pas le cas. C'est simplement que voilà, l'énergie est plus faible que d'habitude. Voilà. Et donc, alors me présenter, oui, je suis psychiatre et psychothérapeute, donc médecin au départ à la base. Études médicales, donc ça veut dire études matérialistes. J'ai pas mal de formations d'ailleurs dans les sciences matérialistes, hein, en statistique, en épidémiologie, en nosographie, c'est-à-dire l'étude des classifications psychiatriques, en psychométrie, c'est-à-dire l'étude des validations des échelles de psychométrie, en termes de étude des validations des psychothérapies, contrat normalisé de pilote, enfin bref. Tout ça, je dis tout ça parce que comme je parlais de choses un peu, il y a encore d'autres choses dont je ne parlerai pas, de la neuroscience, etc. Bref. Mais tout ça, si je vous dis ça, c'est parce que comme je parlais de choses un peu, comment dirait-on, un peu, pas bizarre, mais un peu spirituelles ou qui pourraient faire penser que je suis un peu dans les nuages et que je suis une sorte d'illuminé ébréché. Ah, pardon, je vais éteindre mon téléphone, excusez-moi. Petite erreur de débutant. Pas de souci. Si j'y arrive, hein, parce que. Bon, ici. Donc, je vais me mettre. J'arrive tout de suite. Non, bon. Attendez, je vais essayer de déconnecter parce que c'est pas sûr que. Si je ne perds pas plus de temps. Je vais le mettre dans un coin, je reviens dans 10 secondes. Hein. Il n'y a Pas de pas de souci. souci. Je profite juste, Et du coup, Marc, il y a Tony, les nouveaux c'est toi qui arrivants. as l'image. Voilà, c'est bon. Ah voilà. C'est bon, excusez-moi. Oui, voilà, donc formation matérialiste. Donc, même si je parle de choses un peu au perché, entre guillemets, Non, j'ai aussi une notion de la matérialité et de la rationalité et de la science. Donc après, au cours de mes études, c'est vrai que je me suis beaucoup passionné pour les psychothérapies. D'abord, les psychothérapies qu'on dit intégratives éclectiques, c'est-à-dire qui ne modifient pas l'individu pour qu'il colle à la théorie, mais qui modifient les théories en les combinant, en les synergisant pour qu'elles collent à l'individu. Donc pas les écoles monistes de pensée uniques qui disent que seules elles ont raison et que les autres psychothérapies sont nulles et non avenues, mais au contraire, essayer de voir ce qu'il y a de bien, d'extraire l'or dans toutes les roches pour en faire une couronne quoi, intégrative. Et au cours de mes études, enfin, bon, je me suis donc installé à un moment donné comme psychothérapeute en libéral, mais au cours de ma formation, j'ai commencé à me former à l'hypnose. Et pendant l'hypnose, je me suis aperçu qu'il se passait des choses assez extraordinaires, ce qui m'a conduit à l'MDR, ensuite de l'MDR au chamanisme, ensuite du chamanisme au psychédélique, et en passant aussi par la méditation pleine conscience, le yoga, le qigong, le tantra. Voilà, et pas mal de méthodes qui, elles, s'intéressent à la conscience qu'il y a dans le corps et qui sont très équilibrantes pour ceux qui s'intéressent à la conscience. Alors, on vous disait extraneuronale. Moi, j'appelle ça descendante. C'est-à-dire qu'il y a deux types de conscience. Il y a une conscience qui est à l'intérieur du corps, qui est ascendante, et puis une conscience descendante, celle qui habite ce corps, un peu comme un cavalier avec un cheval, quoi, ou un peu comme dans Avatar, on voit la personne qui monte, l'oiseau avec des ailes, qui s'attache par un cordon. Donc, il y a un lien qui se fait entre la conscience descendante, l'âme de la personne, et l'âme du corps, on pourrait appeler ça comme ça. Donc, je m'intéresse aux deux. Les deux sont importants. Pas une spiritualité désincarnée ou pas un corps déspiritualisé. Comme on dit, chercher à matérialiser l'esprit et à spiritualiser la matière.
ce va-et-vient, l'âme à tiers, le tiers pour l'âme, qui Ah oui. représente la matière, quoi. Et, euh, et donc, voilà, donc à partir de là, à partir du moment où je me suis intéressé au chamanisme, au psychédélique, à toutes ces méthodes d'expansion ou d'élargissement de la conscience, ben, il est clair que je ne pouvais plus faire marche arrière, c'est-à-dire que ça inclut la matérialité, mais alors que la matérialité, elle n'inclut pas la spiritualité. C'est-à-dire que c'est un modèle plus large, ce qu'on appelle maintenant le post-matérialisme, qui correspond au changement de paradigme scientifique actuel, hein. Pour l'instant, le mainstream, le courant principal, c'est encore le matérialisme, mais ça va devenir dans les 10-20 années le post-matérialisme. Et quelle est la différence entre matérialisme et post-matérialisme? Ben, le matérialisme, c'est simple, hein, je suis d'employer des termes simples aujourd'hui. Euh, ça dit simplement, c'est une idéologie, hein, c'est presque une religion de la matière d'ailleurs. C'est une idéologie qui dit a priori que seule la matière existe et que tout le reste est dérivé de la matière. C'est-à-dire que l'énergie, l'information, la conscience, bien sûr, sont des produits secondaires, presque des contingences qui auraient pratiquement pu ne pas exister de la matière. Alors qu'au contraire, le post-matérialiste dit tout vient de la conscience. L'information, l'énergie, la matière sont constituées à partir de la conscience, d'une conscience originelle. Et, euh, et on va dire que la conscience est dans tout, c'est ce qu'on appelle le panpsychisme, P-A-N pour pan, psychisme. C'est-à-dire que même dans les particules subatomiques, il y a une gouttelette de protoconscience. Et ça, c'est notamment le modèle de Emmanuel Ransford, avec qui j'avais écrit un livre qui s'appelle L'homme quantique. Mais il y a encore plus fort que ça, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme moniste, c'est-à-dire que non seulement il y a de la conscience dans tout, mais tout est dans la conscience. Tout ce qui apparaît, apparaît dans la conscience. Et c'est la conscience qui constitue ce qui apparaît et qui le fait changer en fonction de ses propres caractéristiques à elle, la conscience. C'est elle qui fonde la réalité. Et c'est un modèle qui est de plus en plus étayé, notamment par la physique quantique, l'astrophysique, mais aussi par toutes les recherches hein, sur les états élargis de conscience. Quand je dis ça, ça peut être très bien les recherches sur les expériences de mort imminente, par exemple, qui montrent qu'a priori, la conscience est indépendante du cerveau, du corps, et que quand le corps meurt et le cerveau meurt, il y a toujours une conscience qui persiste. Il n'y a pas que les expériences de mort imminente, hein, dans ce que j'appelle les expériences périmortelles, c'est juste avant la mort, pendant la mort et après la mort. Donc après la mort, c'est par exemple les médiums euh, étudiés en laboratoire qui montrent qu'on recueille des informations qui semblent venir d'une conscience individuelle, etc. Donc toutes ces sciences et tous ces travaux vont de plus en plus vers un modèle post-matérialiste qui permet d'expliquer ce que n'explique pas le matérialisme tout en expliquant ce qu'explique le matérialisme. C'est-à-dire c'est plus inclusif. C'est pas ou, c'est et. Et tout ce qu'on appelle les expériences extraordinaires, hein, notamment les propriétés non locales de la conscience, comme la précognition, la rétrocognition, la vision à distance, la télépathie, la psychokinèse, enfin bref, c'est peut-être un vocabulaire un peu sauvage, mais tout ça, ça montre que donc, non seulement tout est conscient, mais tout peut communiquer par la conscience et tout peut s'interpénétrer, tout peut s'inter-influencer par la conscience, la matière comme la conscience des autres êtres humains. Et donc, toutes ces sciences-là, ce qu'on appelle la parapsychologie, sont des vraies sciences, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des études faites dans les laboratoires et avec des tests statistiques qui montrent que c'est très peu de chances que ça soit du hasard. Même en sciences habituelles, on dit qu'il faut que les études montrent des résultats qui seraient dus au hasard que dans 5% des cas. Donc, on fait un P, probabilité que ça soit dû au hasard inférieure à 0,05. Et là, c'est bon. On admet 5% de, de hasard. Et bien, pour ces sciences-là, c'est des P inférieurs à 0,0000000. C'est une chance sur un milliard ou sur 10 milliards que ça soit lié au hasard. Donc, c'est encore plus solide que les sciences dites dures habituelles des matérialistes. Donc, les gens qui disent oh, c'est pas sérieux, les sciences parapsychologiques, si, non seulement c'est sérieux, ça a été fait, refait dans différentes parties du monde par différents laboratoires, toujours confirmé. Et on a bien ce qu'on appelle une conscience non locale indépendante du temps et de l'espace. Et qui n'est pas limitée par la matérialité du cerveau ou des corps, etc. Donc tout ça, enfin toutes ces sciences-là, plus d'autres que je dois oublier certainement, font pencher quand même vers le post-matérialisme de manière assez forte et évidente. Alors les psychédéliques sont, peut-être vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un psychédélique? Là, j'attends votre question, mais juste Et voilà, tu peux je vous répondre dis naturellement. mais disons avant que je réponde, donc, les psychédéliques sont une façon d'explorer cette expansion de la conscience, cette indépendance de la conscience vis-à-vis du petit moi,
de nos petits conditionnements psychologiques, de notre corps, au-delà d'autres peaux, on va dire. Et ce sont des moyens de se rendre compte qu'il y a bien d'autres dimensions et d'autres consciences indépendantes de nous, autonomes, qui peut-être ne suivent pas les mêmes lois que notre univers physique. Et puis qu'au-delà de tout ça, il y a un grand esprit avec un grand E majuscule, ou la conscience avec un grand C majuscule, ou Dieu 2.0, on va dire. C'est une sorte d'intelligence douée d'intentionnalité, créatrice d'ordre, d'harmonie, de beauté. Et, euh, et donc voilà, donc les psychédéliques permettent de découvrir ça, comme le font toutes les méthodes spirituelles, sauf que les psychédéliques, alors, premièrement, c'est interdit en France, donc je ne vous conseille pas d'en prendre. Deux, c'est à prendre dans le cadre d'un apprentissage avec des guides, comme dans les pays où c'est autorisé et où il y a une expertise d'accompagnement, parce que ça ne se prend pas tout seul, évidemment. C'est comme une voiture de course. Si vous n'avez jamais appris à conduire et qu'on vous donne tout de suite une voiture de course, à mon avis, 50 mètres plus loin, on vous retrouve, vous êtes dans le décor, hein, puis vous avez tué un ou deux piétons. Donc, c'est des substances très puissantes, très fortes, très utiles, mais comme toute super substance, comme toute super médecine, comme toute super intervention, il faut des super précautions. Donc voilà, mais en tout cas, les psychiques sont une voie d'accès facile et sécurisée quand c'est fait dans un bon contexte. Par exemple, il y a plein d'études qui se font dans des cliniques, hein, médicales, qui sont hyper encadrées, mais il y a aussi des pratiques qui se font depuis des millénaires dans un cadre chamanique ou spirituel, donc super bien encadré aussi à ce niveau-là. Et ça réduit vraiment les incidents. Il y a vraiment pas plus, c'est même moins dangereux que la pratique du ski ou que de l'équitation, par exemple. Il y a des études qui ont montré que la prise de psychédéliques dans des cadres stricts, contrôlés, sécurisés, bien encadrés, ben, était pas plus dangereuse était moins dangereuse que bien des pratiques qui sont autorisées. Par exemple, la boxe, si vous voulez faire de la boxe, notamment en compétition, c'est beaucoup plus dangereux pour la santé que la prise de psychédéliques. Euh, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que les psychédéliques? Alors, étymologie, qui révèle l'esprit? Psyché, l'esprit, et délos, qui révèle, qui montre, qui éclaircit, qui élargit l'esprit, qui reconnecte la partie de l'esprit qui avait été entrappée, encagée, hypnotisée par le petit ego dans lequel elle s'était mise, le petit corps qu'il avait restreinte, qu'il avait réduite à quelque chose qui est beaucoup moins spacieux, lumineux qu'elle-même. Donc voilà, ça reconnecte la petite conscience, ça la décolle de ses identifications, de l'ego, et ça la reconnecte à sa source d'origine, à une conscience plus collective, plus universelle, ce qu'on appelle le transpersonnel, d'autres dimensions, d'autres êtres, et même la conscience d'origine, c'est-à-dire le spirituel, le mystique. Alors, le spirituel, c'est quand la conscience se lie à quelque chose de tellement plus grand qu'elle l'appelle Dieu, et le mystique, c'est quand elles se font, et il n'y a plus Dieu ni la conscience, il n'y a plus que la conscience, le je, l'être-té, le fondement de l'être, ground of being. Euh, donc, c'est possible de faire ces expériences-là, avec des expériences spirituelles sans substance ou avec les substances. Et alors, qu'est-ce qu'on appelle psychédélique? Alors, ce ne sont pas des drogues. Pourquoi? Parce que les drogues, un, sont nocifs pour la santé, deux, n'apportent pas d'informations spirituelles ou d'insight sur soi-même, de compréhension de soi, de guérison de nos traumatismes. Trois, créent une dépendance physique, alors que les substances psychédéliques, non seulement ne créent pas de dépendance, mais elles aident à traiter les dépendances. Pratiquement toutes les substances psychédéliques, maintenant, il y a des études qui montrent qu'elles sont utiles dans la dépendance à l'alcool, à la nicotine, à l'héroïne, aux amphétamines, aux cocaïnes, à la cocaïne, pardon. Donc, elles ne sont pas addictives, mais elles sont au contraire anti-addictives. Deux, elles sont bonnes pour la santé. Et c'est étonnant, parce que vraiment, là aussi, il y a eu plein d'études sur toutes les substances psychédéliques que je vais vous citer. Et ça a des propriétés. Alors, vous allez me dire, ça fait un peu professeur Mamadou, guérit toutes les maladies, et retour d'affection, etc. Mais je parle de choses qui ont été étudiées dans les laboratoires, pourtant. C'est-à-dire, ils ont des propriétés pro-vie, les psychédéliques, c'est-à-dire anti-inflammatoires, anti-cancéreux, stimulants du système immunitaire, anti-neurodégénératifs, c'est-à-dire utiles dans la maladie d'Alzheimer, dans le Parkinson, etc. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont bonnes pour le corps, c'est bon pour le corps. Attention, je ne dis pas d'en prendre, hein. Je répéterai ça souvent au cours de l'émission parce que s'il n'y a pas des ennuis avec la justice, en France, c'est interdit. Voilà, c'est bête, c'est con, mais c'est comme ça. Et maintenant qu'on en parle beaucoup des psychédéliques, il y a des mouvements peut-être citoyens qui vont peut-être faire pression sur les politiques et ce sera la seule façon qu'ils commencent à étudier et à faire des lois qui soient raisonnables et qui tiennent compte des bénéfices et du peu de risque des psychédéliques. Donc alors, ils sont anti-addictifs, ils sont utiles dans pas mal d'affections, les psychédéliques.
c'est-à-dire ils sont utiles notamment dans les troubles post-traumatiques, dans les dépressions résistantes aux traitements antidépresseurs, dans les troubles sexuels compulsifs, dans les syndromes de détresse, d'anxiété et de dépression liés à la fin de vie, quand les gens ont des maladies en stade terminal et qui savent qu'ils vont bientôt mourir. C'est bon pour les addictions, comme je disais, c'est bon pour l'anxiété, et notamment l'anxiété chez les gens qui ont des troubles autistiques. Et donc, elles aident à avoir un comportement plus prosocial, ou avoir moins de phobie sociale, on va dire. Voilà, puis j'en oublie certainement. Et donc voilà. Et troisièmement, donc, il n'y a pas de danger de décompensation psychique, psychotique, etc. quand il y a eu un screening, c'est-à-dire quand on a sélectionné les gens avant, ou quand eux-mêmes n'ont pas une psychose personnelle ou au premier degré chez leurs parents, leurs enfants ou leurs frères et sœurs. Enfin, il y a différentes les gens qui n'ont pas. Enfin, je ne vais pas faire ici parce qu'on n'aurait pas le temps de faire toutes les contre-indications et tout, mais il y a des gens qui sont évidentes. Si la personne a une personnalité trop narcissique ou trop paranoïaque, lui donner quelque chose qui pourrait lui donner l'impression qu'elle est spéciale et qu'il y a tout l'univers qui la regarde dans les yeux et qui s'adresse qu'à elle, c'est pas très bon. C'est pas bon non plus pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, etc. Enfin, je veux vous dire, mon problème ce soir n'est pas de vous faire un cours sur les psychédéliques, mais pour vous dire qu'il y avait des fake news sur les psychédéliques disant, un, qui sont inutiles, faux, ils sont utiles dans plein de cas, deux, qui sont dangereux physiquement, faux, ils sont même plutôt bons physiquement, et psychologiquement, ça dépend, quand on les contrôle bien, non. Trois, qui sont addictifs, non, ils ne sont pas addictifs, ils contrôlent au contraire les addictions, ils aident à contrôler les addictions. Et l'autre fake news, c'était de dire que si on les interdisait, ça rendrait un service à la santé publique et ça diminuerait la dangerosité. Or, en fait, c'est parce qu'on les a interdits qu'il y a eu une contrebande, qu'ils ont été coupés avec d'autres substances, ou parfois même que ce qu'on vend sous forme de psychédélique, c'en est pas, et puis que les gens se cachent sans pouvoir être guidés, aidés, accompagnés pendant les prises, etc., etc. Donc, alors, c'est quoi les psychédéliques? Donc, c'est pas, je vous ai dit, les drogues, c'est pas amphétamine, cocaïne, héroïne, tout ce qui rétrécit, tout ce qui accélère ou ralentit la conscience, mais sans lui donner de qualité supplémentaire, sans la ramener aux qualités de la grande conscience, lumière, amour, connaissance, énergie, paix et sérénité. Donc, c'est l'inverse. Euh, donc, et ces psychédéliques, donc je dis ça par ordre au hasard, le LSD, l'ecstasy ou MDMA, le cactus, enfin les cactus, le cactus peyote, enfin la mescaline qu'il y a dans les cactus peyote ou San Pedro, l'iboga, l'ayahuasca, on en entend beaucoup parler, l'ayahuasca, elle est assez à la mode malheureusement, enfin de sorte à côté malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a encore? La kétamine, très bien, merci, oui, bien vu. Puis peut-être. Tout ce qui est de la psilocybine, Et des puis la champignons. psy, oui. Voilà. Alors, psilocybine, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les substances les plus étudiées et celles qui ont le plus de chances d'être legalisées, d'abord aux États-Unis, en Angleterre, d'ici 2-3 ans seulement, hein, prescrites sur ordonnance pour l'instant, réservées aux médecins, mais peut-être que plus tard, ça pourrait être dans des centres spécialisés de développement personnel ou impersonnel ou religieux, avec un bon accompagnement, bien entendu. Enfin, pour l'instant, ce sera sous ordonnance par des médecins, certainement dans des cliniques spécialisées dans un premier temps. Donc, il faut voir qui c'est qui va prendre le marché. Est-ce que ça va être des boîtes privées, donc ça va être très cher, ça va être très élitiste, du genre 1000 à 10 000 euros la séance, quoi. Ou est-ce que ça va être avec des substances qui existent déjà, mais qui ne sont pas brevetées par des laboratoires pour gagner beaucoup plus d'argent, et que ça sera repris par une sorte de service public des médicaments, et qui permettront d'avoir ça pour le Pékin moyen, c'est-à-dire pas seulement pour les risques qui peuvent se le permettre. Ça, on ne sait pas. A priori, c'est quand même le capitalisme qui va gagner, et des grosses sociétés qui maintenant cotent en bourse et ont plusieurs milliards, hein, comment on appelle ça, quoi, qui sont investis en elles. Vous savez, quand les gens mettent de l'argent dans une société, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est de l'ordre des plusieurs milliards, hein. Donc apparemment, elles sentent le filon juteux, elles voient que la science progresse tellement que les gouvernements vont finir par céder et à autoriser. Donc ils essaient de breveter certains procédés d'extraction des substances, alors qu'on connaît des façons très peu chères. Et puis en plus des accompagnements, des modules de psychothérapie assistés par psychédéliques. Et elles vont faire breveter des modules de formation. Donc ça va être, c'est la course à qui prend le marché en premier en ce moment, hein. C'est-à-dire que ce sera aux frais du contribuable, hein, parce que quand une thérapie va coûter 10 000 euros alors qu'elle aurait pu en coûter 100, qui c'est qui va payer? Soit c'est la Sécu si jamais c'est sur ordonnance, soit c'est moins grave, les particuliers. Mais il y aura une inégalité flagrante pour quelque chose qui est quand même un médicament pour l'humanité, parce que ce sont des développeurs de conscience.
Justement, par rapport à ça, quel est pour toi les intérêts des états de conscience élargis avec les psychédéliques et pas une autre pratique? Alors, simplement, c'est qu'avec une autre pratique, de toute façon, on pourrait dire qu'on ne peut rien faire que l'on fait avec les psychédéliques que l'on ne pourrait pas faire avec une autre méthode. Sauf que parfois, ce sera dans une vie suivante que tu feras avec l'autre méthode. C'est-à-dire que les Beaucoup plus psychédéliques sont long. des accélérateurs. Et c'est parce que c'est des accélérateurs qu'il faut qu'ils soient bien contrôlés, dans le sens bien encadrés, avec de la préparation, un accompagnement, puis une intégration après. Hein. Puis pour des gens qui sont sélectionnés comme pour être sûr qu'ils ne vont pas tout de suite faire quelque chose. Hein, quand vous faites un marathon, vous n'envoyez pas des gens qui viennent d'avoir une tendinite au talon d'Achille et puis qui se relèvent d'un infarctus. Non, il faut être juste du bon sens et cohérent et il n'y a pas de problème, quoi. Donc, euh, la question, c'était quoi? Les intérêts de des états élargis de conscience par les psychédéliques et pas par une autre Oui, voilà. pratique. Donc, on ne peut rien faire qu'on ne ferait pas par eux, mais ça va beaucoup plus vite. C'est pratiquement, dans les études qui essaient de voir ce que font la prise de psychédéliques, par exemple, le psilocybine, ça a été pas mal fait avec la psilocybine, chez des gens normaux, comment dirait-on, des gens, des témoins sains, des volontaires sains plutôt, voilà, dans les études. Ils montrent qu'on peut créer chez entre 2 tiers et 3 quarts des gens des expériences spirituelles majeures par la prise d'une ou 2 fois de la psilocybine. Majeure. C'est-à-dire que les gens classent parmi les 5 plus importantes expériences de leur vie, voire la première, la plus importante. Et, et quand on étudie ça avec des échelles de mysticisme, c'est-à-dire pour voir les qualités de l'expérience, est-ce qu'elles ont été spirituelles, mystiques, eh bien, dans 3 quarts des cas, il y a des expériences spirituelles mystiques et qui ne peuvent pas être différenciées des expériences spirituelles mystiques liées à la pratique de méditation, de ce que vous voulez, de yoga, enfin, toutes les méthodes qui pourraient développer la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les mêmes expériences. Donc, c'est intéressant parce qu'on ne va pas vers un facsimilé, on ne va pas vers une sorte d'ersatz ou on ne va pas vers un faux Coca-Cola, entre guillemets, de la spiritualité. On a vraiment une expérience authentique spirituelle et chez beaucoup de gens, c'est possible. Quand tu C'est dis, quand même une chance, c'est une chance parce qu'avoir connu au moins une fois dans sa vie une expérience spirituelle, ça permet, un, de ne plus avoir peur de la mort, deux, de se rendre compte qu'on est beaucoup plus que notre petit moi, trois, que l'univers est peuplé de consciences qui peuvent interagir et qui le font en général de façon bienveillante et qu'il y a des tas de ressources qu'on peut aller chercher, qu'on n'a pas dans le petit moi, mais qu'on a en dehors du petit moi. Et plein d'autres choses que l'univers est fait d'amour et d'intelligence, même si ça ne se voit pas, parce que quand on est coupé de cette source de conscience, certainement là, il n'y a plus amour et intelligence, il y a haine, il y a peur, il y a violence, etc. Mais ça, c'est l'obscurité est créée par un arrêt de la lumière. L'obscurité en elle-même n'existe pas, c'est juste un arrêt de la lumière, quoi. Donc, on peut remonter à la conscience pour retrouver ces qualités-là qui ont été perdues au départ. Oui, Marc, pardon. tu voulais détailler Oui. peut-être? oui, enfin, j'ai deux questions. Tu vois une grande différence avec ceux qui sont de synthèse et naturels? Non, Non. non, pas du tout. On pourrait avoir un a priori en se disant, puisque c'est des plantes, ça vient de la nature, donc c'est bon, donc c'est sain. Mais oui, mais nous sommes des plantes. Moi, le cerveau humain, par exemple, je le vois comme un champignon, c'est-à-dire que il y a le cerveau, la moelle épinière, et puis il y a ce qu'on appelle la queue de cheval, c'est-à-dire c'est plein de nerfs qui vont dans les jambes ou dans les autres, dans le bassin. Ben, la queue de cheval, c'est comme le mycélium, le tronc cérébral, c'est comme le pied du champignon, et le cerveau, c'est comme la tête du champignon. Non, je m'amuse à dire ça, c'est une métaphore, ou comme un arbre. Les racines, c'est la queue de cheval, le tronc du arbre, c'est notre moelle épinière, et puis la frondaison de l'arbre, c'est notre cerveau. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances hein, au niveau des fractales. Bref, on est une plante, si on peut dire ça. Donc, quand on produit par notre cerveau la formule de la kétamine, ou quand on produit par notre cerveau, comme F. Hoffman, la formule de l'LSD ou de la psilocybine vient d'un champignon, mais elle peut être synthétisée par l'homme. Donc là, à ce moment, ça devient une substance synthétique. C'est l'homme qui l'a. Enfin, bref, l'homme, on peut dire que ces substances-là viennent de la nature, puisqu'on fait partie de la nature. Donc, ça, séparer, ça vient des plantes, donc c'est bon. Ça vient de l'homme, c'est pas bon. Non, parce que l'homme vient de la nature. Donc, c'est aussi un produit de la nature, la création de ces substances. Même quand c'est des formules chimiques qui ont été conçues abstraitement, n'empêche que nous sommes une conscience qui crée quelque chose. Et sur les expériences, par exemple, ça donne exactement la même direction en quelque sorte. Alors, on peut dire que c'est pas tellement une question de naturel ou pas naturel, synthétique ou pas synthétique. Chaque substance a son égrégore. Chaque substance, si tu veux, c'est comme si le sommet de l'expérience spirituelle est le même pour tout le monde. Quand tu es en haut de la montagne, voilà, tu vois le même paysage après. Mais les chemins d'accès peuvent être différents le long des flancs de la montagne.
Donc, tu n'as pas le même paysage si tu prends tel chemin d'accès ou tel autre chemin. Tu vas traverser d'autres strates de conscience, etc. Mais ça sera toujours une élévation, ça sera toujours en allant du personnel, la conscience ordinaire, puis l'inconscient personnel, puis l'inconscient collectif transgénérationnel, puis le transpersonnel, puis le mystique, puis le spirituel. Ah, pardon, puis le spirituel, puis le mystique. C'est-à-dire que tu auras ces six niveaux de la conscience que je décris dans le livre L'éveil psychédélique là, qui va sortir en octobre. Je décris ces 6 niveaux de la conscience qu'on traverse avec les expériences psychédéliques, comme avec toutes les méthodes d'ouverture de conscience. Hein. Et donc, les chemins ne seront pas les mêmes. Les pratiquants de ces plantes, par exemple, quand tu vas l'iboga, tradition africaine, c'est pas la même chose que l'ayahuasca, tradition sud-américaine. C'est pas les mêmes esprits qui sont invoqués, c'est pas les mêmes intentions qui ont été mises autour d'elle, c'est pas le même égrégore qui a été construit. Donc, quand tu te relis à l'esprit de ces substances, à l'égrégore de ces substances, à tout ce qui a été fait autour d'elles, tu vas dans un monde particulier. Mais ça ne dure qu'un moment. Mais dès que tu arrives au-dessus des nuages, au niveau du sommeil, là, tu retrouves le tronc final commun, l'expérience mystique que tout te permette. Et là, tu te retrouves dans le sentiment de l'unicité. Tout est un. Il n'y a plus toi, moi, il n'y a plus qu'elle, lui, la conscience. Et là, à ce moment-là, tout se ressemble. Enfin, il n'y a plus de spécificité des substances. Mais c'est vrai qu'au départ, surtout quand tu n'as pas l'habitude et que tu ne vas pas très haut, tu restes collé au premier niveau de la conscience, à ce moment-là, oui, c'est assez spécifique. La kétamine ne crée pas la même expérience que le LSD qui ne crée pas la même expérience. On t'en donnerait en aveugle, comme tu sais, tu fais pour les vins, tu goûtes en aveugle, on te met un bandeau sur les yeux, puis on te met un verre de Bourgogne et puis un verre de Bordeaux, puis tu essaies de deviner quel est le Bourgogne ou Bordeaux. Là, c'est sûr on te dirait, voilà, je t'ai fait soit de la kétamine, soit du LSD, moi, je te dirais tout de suite. Ouais. Au bout d'une demi-heure, je saurais, en fonction des vibrations, en fonction de ce qui s'ouvre à ma conscience, etc. Bien sûr. Mais il y a des fois, ça se mélange. Moi, j'ai déjà vu des gens qui, en prenant de l'ecstasy, ont fait une expérience typiquement chamanique. Tu vois, par exemple. Ou en prenant la kétamine, on fait une expérience d'ayahuasca. Alors que normalement, tu ne peux pas. Et Tout ça, simplement, tu simplement l'expliques parce qu'ils avaient ouvert leur conscience grâce à la kétamine et ils avaient ouvert leur D'accord. conscience sur une expérience aussi ouverte de conscience d'ayahuasca qu'ils avaient fait. Et du coup, ils se sont retrouvés dans le monde de l'ayahuasca comme s'il y avait. Tu sais, il y a une pénétration, une compénétration, une compassion entre les différentes consciences. Donc, tout est relié. Moi, j'appelle ça l'ascenseur de la conscience. C'est-à-dire du plus petit atome, du plus petit univers jusqu'aux dimensions les plus infinies de l'espace, du temps, etc. Tout est traversé par la même qualité de conscience, le même substrat de base. Moi, j'appelle ça l'ascenseur parce que ça va à tous les étages, ça relie tous les étages. Donc, tout est relié dans tous les mondes, visibles ou invisibles, à un certain niveau. Il y a une trame commune, une matrice unicitaire de base. Il y a La une conscience cartographie en quelque sorte? Tu pourrais aller jusque-là? Oui, alors il y a une cartographie, c'est-à-dire que quand j'ai défini les 6 niveaux qu'on traverse, donc la conscience habituelle, mais un peu plus dire vibrante, vivante, les couleurs paraissent incroyablement colorées et vivantes et vibrantes, les choses apparaissent dans la nudité de leur beauté, etc. Là, on est au niveau 1 de la conscience habituelle, mais qui commence à être, moi j'appelle ça la vie VIE, c'est-à-dire vibration, information, énergie, qui commence à être remplie de cette qualité particulière qu'ont les choses quand on ne les observe plus avec la conscience résonante, avec la métaconscience, mais quand on les voit avec la conscience phénoménale primaire, comme l'enfant, et qu'elles redeviennent magiques, et qu'elles redeviennent vivantes. Donc tu peux avoir déjà cette prise de conscience-là dans le niveau 1. Le niveau 1 prime, quand je dis, c'est l'inconscient personnel qui se dévoile, comme si ça venait maintenant, on arrive à aller plus loin dans la conscience, on ne va pas seulement à l'inconscient personnel, mais l'inconscient, pardon, la conscience personnelle, mais l'inconscient personnel. Ensuite, tu as l'inconscient transgénérationnel collectif. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le non local, qui a les capacités de télépathie, de vision à distance, etc., qui peuvent arriver avec les psychédéliques. Puis après, tu as le transpersonnel, c'est-à-dire des mondes autres dans le temps, dans l'espace, l'évolution du monde, les différentes civilisations, les mythes, les symboles, les rites. Tu revis toute l'histoire de l'humanité et des différents types de civilisations extraterrestres ou autres. Hein. Ça peut être complètement étonnant, quoi, et hétéroclite, on va dire. Puis après, au-delà de toutes ces manifestations Micro, s'il vous plaît. des petits esprits, on va dire avec un petit œil, il y a le monde de l'esprit avec un grand œil, le monde de la création, la chaîne d'assemblage de l'univers. Le cerveau intelligent et aimant qui est à l'origine de tout et qui sans arrêt s'expand et crée des formes dans lesquelles il se reconnaît. Les yeux qu'il crée à travers nous, c'est des yeux pour se voir lui-même. Les oreilles qu'on a, c'est pour qu'il s'entende lui-même, etc. Donc, enfin bref, tous ces niveaux-là, tu les retrouves avec toutes les substances. Mais elles sont peuplées parfois d'êtres
ou de manifestations un peu différentes selon la substance. C'est comme je te disais, tu vas monter sur une montagne, si tu passes sur un des flancs où il y a tel village, et puis un autre flanc sur un autre village, tu vas pas voir les mêmes personnes, peut-être même pas les mêmes coutumes entre les villages, mais en tout cas, tu vas arriver au même endroit à la fin. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question là. Oui, c'est intéressant. Et du coup, là, je pensais en même temps, les sorties astrales, tu les mettrais sur quel niveau en Oui, alors quelque ça, sorte? moi j'appelle ça donc justement dans la conscience non locale, c'est-à-dire On n'entend On plus t'entend Olivier. plus, on n'entend plus Olivier. Il a Ouais, coupé son micro. ouais. T'as muté tout le monde, Lancelot, même Olivier. Excusez-moi, Ouais, du excusez-moi, coup, on il n'a y a pas un entendu problème. ta réponse. c'est bon. Excuse-nous, Olivier, Ouais. t'as été coupé. Vous avez entendu le début de la réponse ou pas? Voilà, ça y est, ça marche, excuse-moi, hein. Vous avez entendu le début de la réponse ou pas? Non, Non. vas-y, reprends. Je disais que le niveau de la sortie hors du corps, c'est le niveau que moi j'appelle 2. Il y a 1 prime, 2 prime, 3 prime. C'est les différents niveaux que je vous ai cités, dont je parle dans le livre. Le niveau 2, c'est-à-dire le niveau conscience non locale, extracorporelle, qui n'est pas réduite par le corps, donc il peut sortir du corps. Et il y a certaines substances, certaines sont plus connues que d'autres pour ça, par exemple la kétamine, mais on peut le voir avec toutes les substances psychédéliques, qui permettent des vécus de sortir du corps, voire même des sorties du corps attestées parce que la personne a vu des choses à distance et puis qu'elle ne connaissait pas, puis qu'après est revenue à elle et puis est sortie de la substance. Et quand on lui a demandé à des gens, oui, ils étaient bien là, ils disaient bien ça. Enfin bref, donc des vraies sorties du corps attestées par des manifestations matérielles, physiques. Euh, donc la kétamine n'est connue que ça parce qu'elle est dissociative, donc elle coupe les afférences des perceptions du corps parfois. C'est pour ça que c'est un très bon anesthésique, notamment sur les champs de bataille, parce qu'elle n'a pas besoin d'assistance cardio-respiratoire, elle te coupe de tes perceptions, donc tu as l'impression de perdre de corps. Donc du Euh, coup, il y a ok. déjà comme une rupture de la liaison habituelle entre la conscience et le corps, donc tu fais plus souvent des sorties du corps. Oui, pardon? Oui, je te coupe parce que Emmanuel aurait une question. Oui? Non? Ah ben, mets ton micro parce qu'on ne comprend pas. Non, c'était une erreur de manip. Ah, d'accord, levez la main, D'accord. d'accord. D'ailleurs, à l'occasion, Olivier, si tu peux nous parler de la relation entre les psychédéliques et l'autisme, ça peut être intéressant. Bah, je veux dire un truc simple, c'est qu'il y a eu des études montrant que l'ecstasy, par exemple, c'est une substance qui diminue la peur et qui augmente l'amour, qui augmente la confiance dans les relations interpersonnelles. Or, l'autisme, à un certain niveau, moi j'appelle ça une panphobie. Pan, PAN, ça veut dire tout. Peur de tout. Peur de ce qui vient de l'intérieur, peur de l'extérieur, peur de ce qui est nouveau, de ce qui est imprévu, de ce qui est non contrôlé. Donc, besoin de beaucoup de rituels de rassurance, besoin de se couper pour ne pas être assailli par les sensations qui sont non maîtrisables. Donc, comme l'ecstasy, ça permet on dit que c'est un empathogène entactogène. Empathogène, ça veut dire que ça nous aide à prendre contact avec amour et sécurité avec nos émotions intérieures, s'en rendre compte, les laisser être, se laisser traverser. Et puis, c'est un entactogène, c'est-à-dire que ça permet de mieux se rendre compte. Non, pardon. Empathogène, c'est les émotions de l'autre. Entactogène, c'est nos propres émotions. J'ai commencé par là. Et c'est un empathogène, ça permet de mieux se rendre compte des émotions de l'autre, de mieux les comprendre, de mieux les Donner recevoir, plus d'empathie, de, quoi. voilà, de mieux les lire. Et donc, finalement, de se rassurer parce qu'on a l'impression de comprendre l'autre et on n'est pas en train de projeter sur lui des sortes d'idées paranoïaques parce qu'on croit qu'il pense ça ou ça. Mais non, on perçoit et on est touché et on entre en contact profond. Et donc, s'établit une confiance et une intimité facile. Donc, c'est excellent pour les couples. La thérapie de couple avec l'ecstasy, c'est un des musts, quoi. C'est, à la limite, même si vous n'avez aucun problème, si vous n'étiez pas dans un pays où c'est interdit, et donc je ne vous conseille pas de le faire, je vous conseillerais de le faire du coup. Pas de souci, Alors Laetitia. que vous n'avez pas de problème, je dirais, mais si vous voulez magnifier votre couple, l'embellir, le rendre plus profond, plus beau, voir l'autre dans son essence, dans son éclat, dans sa radiance, dans son amour profond qu'il a en lui, dans sa capacité d'aimer, mais faites de l'extasie avec votre conjoint. Mais je ne vous le dirai pas, parce que c'est interdit. Voilà. Et puis, Donc faites comme si je n'ai pas entendu. s'il s'agissait de faire cela, il faudrait le faire d'une manière contrôlée avec des doses extrêmement petites. Tu peux nous parler des doses? Oui, alors ça sert à rien que je parle des doses parce que ça serait comme si j'incitais à la consommation. Disons que Non, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Chaque substance a sa dose. Pour l'ecstasy, on va dire c'est entre 75 et 200 mg. L'ecstasy pure,
Donc, qui dit pur, dit sûrement pas la commander dans un festival ou à des dealers qui vont le couper, la mélanger à la kétamine ou autre chose. On saura, vous savez pas ce que vous allez prendre, vous savez pas quelle dose, et c'est le pire qui puisse vous arriver. C'est comme si vous alliez pour un long voyage, par exemple, dans la forêt tropicale, et que ce soit quelqu'un de négligent ou même qui n'en a rien à faire, qui prépare votre sac de voyage, et vous ne regardez pas ce qu'il y a dedans, et vous arrivez dans la forêt avec oh flûte, il a oublié la boussole, ah ben j'ai pas de gourde, oh ben vous voyez ce que je veux dire, quoi, vous seriez bien embêté, quoi. Donc évidemment qu'il faut que ce soit des doses pures, millimétrées, enfin milligrammées, Et on va une dire. autre chose importante, si quelqu'un était amené dans des Ouais. expériences de ce type-là à prendre ce genre de produit, que surtout il n'y ait pas de mélange avec d'autres produits qu'il ait pris avant, quoi. Ah ben, de toute façon, déjà, par principe, quand les gens prennent ça, mais je ne voudrais pas que ça devienne une sorte de guide de comment le faire, parce que ce sera encore Non, taxé non, mais tout d'incitation. à fait, mais c'est Mais, simplement par mais prudence. par prudence, voilà, pour les gens qui prendraient le risque de faire ça seul et contre la loi, euh, il est clair que ça se fait à jeun pour que la substance déjà produise tout son effet. Ça se fait sans mélanger à aucun produit et surtout pas de l'alcool ou ou du hashish, ou, enfin, ou la marijuana ou du cannabis. Vraiment la substance pure. Après, il y a des mélanges de substances quand on s'y connaît qui vont bien. L'ecstasy se combine assez bien avec les autres substances parce que justement, comme c'est une substance qui crée pas vraiment quelque chose de transpersonnel, mais qui est élargie, moi j'appelle ça des substances horizontales, qui élargissent le chakra du cœur et qui vont dans l'interrelationnel, qui augmentent la puissance de l'amour, mais dans une dimension terrestre, mais aussi un peu quand même céleste. Et puis les substances verticales comme le LSD, qui elles vont dans le transpersonnel, dans le mystique tout de suite. Et donc, ça fait comme une croix avec l'horizontal et le vertical. C'est tout le Et, travail qu'a fait Stanislas Grof, d'ailleurs. oui, tout à fait. Et donc, et souvent, l'ecstasy permet d'avoir une base de sécurité qui permet de prendre une substance soit par-dessus, soit à une autre séance. Quand on aura fait confiance à l'accompagnant, grâce à l'ecstasy, on pourra prendre une substance déjà plus engageante. Voilà. Ça, il y a ces petites choses-là qui sont connues, mais je ne voudrais pas faire cahier de recettes parce que je vous dis, ça pourrait être mal compris. Alors, autre question qui me vient. Donc, Oui. puisque les psychédéliques sont interdits et que néanmoins les gens recherchent ce type d'expérience, est-ce qu'il est possible que ces expériences puissent être obtenues par les techniques de l'hypnose et notamment de ce qu'on appelle l'hypnose spirituelle? Alors, oui, bien sûr. Ce que font les substances, c'est juste l'accès à un plus grand nombre de manière plus intense et plus rapide et plus sûre dans le sens que ça va se produire, on va dire, euh, de ce que peuvent faire les autres méthodes. Par exemple, Stanislav Grof, suite à l'interdiction du LSD aux États-Unis dans le début des années 70, enfin fin des années 60, mais il y en a qui ont fait des expériences dans des hôpitaux encore à Spring Grove Hospital, notamment jusqu'en 77, hein, ça s'arrêtait là, la date. Bref, Stanislas Grof, euh, parce qu'il savait que c'était condamné, l'utilisation du LSD au moins à moyen terme, il s'est mis à inventer ce qu'on appelle la respiration holotropique, La respiration, qui le est, tropique, nous qui sommes est, qui est d'accord. une, qui est une méthode basée sur les principes du pranayama yoga, pardon, Bien sûr. des techniques de respiration pour induire des états modifiés de conscience. Et dans ce sens-là, toutes les techniques, dont l'hypnose, bien entendu, l'hypnose spirituelle ou l'hypnose humaniste ou l'hypnose intégrative, enfin tout ce que vous voulez, toute forme d'hypnose qui accepte que la conscience puisse s'expandre et pas seulement se dissocier. Ou rester enfermé dans son mode basse, Voilà, voilà. Toute dans forme, bien son sûr, mode peut par créer défaut. bien sûr, il y a d'excellentes écoles d'hypnose spirituelle. Alors moi, j'en connais en France, il y en a, mais malheureusement, je ne connais pas bien. Je connais celle de Jean-Charles Chabot au Québec, Bien qui sûr, mélange je le les connais, oui. travaux d'André Weiss, de Dolores Cannon, de Michael Newton, enfin tous les gens qui ont fait de l'hypnose, de régression dans les vies antérieures ou dans l'entre-deux-vies, ou, etc. Quoi, enfin, plutôt spirituel. Mais vous, alors peut-être c'est le moment. Bah, de toute façon, les gens qui nous écoutent connaissent votre école. Et puis, Certains, oui, oui. vous voulez en faire. Moi, je vous laisse 2 minutes pour faire votre promotion si vous voulez. Ah non, non, mais pas du tout. Non, non, mais moi, personnellement, je ne la pratique pas directement, même si je connais bien ces choses-là. Mais ce que je voulais faire, c'est le parallèle, quoi, hein. D'un autre côté, il y a tout le travail des méditants dans le bouddhisme, par exemple, Tout à fait, bien entendu, bien entendu. Ah ben, c'est sûr que ou des euh, moines chrétiens dans leur pratique spirituelle également. voilà, voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. Souvent, on me dit oui, mais alors c'est une sorte de grâce non méritée, pas due au travail, ça va pas tenir, parce que voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Souvent, l'expérience psychédélique est comme un phare qui a été construit au loin dans votre conscience. Il dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, ça existe. Maintenant, je le sais et maintenant, je veux y arriver.
plus par des psychédéliques, mais par des méthodes spirituelles. Aux États-Unis, dans les années 70, il y a beaucoup de gens qui sont allés dans des monastères zen bouddhistes suite à une expérience de LSD, mais ils ne pouvaient plus faire du LSD. Donc, ça leur a donné l'idée qu'il y avait autre chose que leur petit moi avec le monde matériel et l'envie de continuer à se diriger vers cette chose-là, vers ce spirituel. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Le psychique peut être un premier pas, un premier pied, comment on dit, un pied dans l'étrier, on dit. Oui, 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 tout à fait. Oui, premier oui. pied dans l'étrier pour monter le cheval de la spiritualité. D'ailleurs, comme ce ne sont pas des substances addictives, parce que c'est franchement pas des paradis artificiels, hein. Ceux qui disent ça, ils n'y connaissent rien, ils n'en ont jamais pris. Ça amène à traverser l'ombre, l'enfer, les fantômes cachés dans le placard, les traumatismes, et à se regarder en face. Mais aussi, bien sûr, ça amène le céleste, l'amour, la nature radieuse de l'être qu'on est en réalité, de l'essence qui nous habite. Mais Justement, dans certaines pratiques, oui, la prise de psychédéliques est justement due quand la personne n'arrive plus à atteindre ces états par lui-même, quand il est totalement occupé, envahi. C'est là, des oui. fois, qu'ils le prennent comme un nettoyage. Par exemple, alors effectivement, il y a certaines, notamment les plantes, hein, l'iboga, l'ayahuasca, le cactus, le psilocybine, sont des plantes. Dans certaines, on dit que c'est des purges, parce qu'elles vous purgent non seulement mentalement, émotionnellement, mais aussi physiquement, énergétiquement. C'est beaucoup de vomissements, de diarrhées, enfin tout ce qui va nettoyer le corps. Et c'est pas seulement des vomissements physiques, c'est des vomissements émotionnels. C'est qu'on se débarrasse de tout ce qui avait encombré nos différents corps subtils, qui empêchait la conscience d'arriver à gros flot, la conscience avec un grand C majuscule, d'arriver à gros flot pour irriguer notre petite conscience, la ranimer, la raviver, lui redonner ce qu'on appelle de la négantropie, c'est-à-dire ordre et information dans un système, la maladie étant liée à de l'entropie, c'est-à-dire perte de l'ordre et de l'information. Et la conscience ramène ça. C'est pour ça Oui. qu'elle a toujours des propriétés pro-vie, hein, aussi bien dans le domaine physique que dans le domaine psychologique. La conscience, avec un grand C, ça guérit. C'est le meilleur médicament qui existe. Et c'est pour ça que les médecines psychédéliques sont avant tout des médecines de la conscience et par la conscience. Je voulais reprendre si tu veux, je suis complètement en accord avec tout ce que tu exprimes, avec plaisir de l'entendre. D'accord? Et si tu veux, une des formules que j'utilise dans mes conférences sur l'hypnomagnétisme et sur la démarche spirituelle, c'est de dire que nous sommes une conscience incarnée dans un corps qui doit reprendre conscience qu'elle est une conscience. Oui, c'est ça. Et on est complètement dedans. Et alors, donc, moi, la pratique que j'ai, c'est d'amener les gens dans les sites, dans ce qu'on appelle les lieux sacrés, donc que ce soit les menhirs, les dolmens, les églises romanes, les lieux sacrés de la nature, les arbres maîtres, et ainsi de suite, et de leur redonner la possibilité de ressentir dans leurs différents corps, justement, les énergies de ces lieux-là. Et ça permet d'établir une communion qui génère ce type de phénomène. Oui, tout à fait, c'est une voie, bien entendu. Bien entendu. Une voie qui permet de prendre conscience, comme vous dites, comme tu dis, si on se tutoie, de la conscience. Oui, Et ben, pas c'est le seulement de la départ, conscience. hein. Après, Oui, à chacun de faire le travail, hein. oui. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on vit des synchronicités et des phénomènes non ordinaires à partir du moment où on active les lieux et où on rentre en osmose avec l'esprit des lieux Ah et oui, il nous donne, quoi. bien sûr, mais de toute façon, moi je dis toujours, la conscience aime la conscience. Voilà. C'est-à-dire que plus il y en a, plus elle en veut. Plus il y en a, plus elle réagit avec plaisir, avec expansion, et plus elle crée des synchronicités, des rencontres, des idées nouvelles, euh, des connexions nouvelles, qui Voilà. l'augmentent elle-même. C'est sûr. Il y a ce côté générosité, expansivité de la conscience. Et quand on commence à s'y connecter, à s'y reconnecter plutôt, parce qu'on a toujours été connecté, mais s'y reconnecter à plus haut débit et avec plus de conscience, du coup, avec awareness, conscience de la conscience, penser qu'on pense, savoir qu'on sait, etc. Et bien, plus on est dedans, plus les choses viennent à nous, effectivement. C'est pas C'est nous vrai qui les que cherchons si à la on fin, ouvre, c'est celles ouais, qui nous cherchent à complètement. la fin. Si on ouvre notre conscience à la réalité, que nous sommes donc plus une conscience, c'est-à-dire une énergie en contact avec d'autres énergies, bah, évidemment, ça permet d'authentifier, par exemple, la pratique du magnétisme, Oui, le fait de pouvoir charmer le feu à distance, etc. Tout oui, ça oui, participe du fait que nous sommes un champ de conscience qui interréagit avec le tout oui, 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 instantanément. oui, oui, qu'on ne peut pas enfermer la conscience dans le cerveau, dans votre crâne, comme on ferait C'est avec clair, c'est clair. une soupe Les dans un expériences bocal le de verre. démontrent, quoi. Mm, tout à fait.
Ah oui, mais Ce qui ça, explique c'est aussi d'ailleurs, toutes ces coïncidences et ces synchronicités. oui, c'est ça, L'appel de la conscience à la conscience. Ben tout à oui. fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a toutes les données, on a toutes les études, et on continue quand même à faire comme si ça n'existait pas. Je Ouais, veux c'est dire, fou, hein. alors que ça a une importance fondamentale pour mener nos vies, comprendre le sens de nos Et vies, pour créer un monde l'évolution de l'humanité. qui soit solidaire et non pas de compétition, concurrence. C'est ridicule, on se tape sur nous-mêmes quand on tape sur l'autre. Mais ça, c'est une évidence quand on est dans la conscience. Moi, c'est toi et toi, c'est moi, et même il n'y a ni toi ni moi, il y a elle, la conscience. Bref, donc Ben, dès les qu'on est Sioux, dans... c'est Mitakuye Oyasin, hein. Nous Oui, sommes. voilà, tout à fait. Donc dès qu'on a saisi ça par l'expérience, plus que juste par la tête, ça va forcément induire des changements de vie. Et on a le monde a cette information maintenant. Alors certains se font une profession de l'ignorer ou de s'en moquer, c'est ce qu'on appelle les zététiciens. Mais la plupart du temps, les gens simplement ne font pas attention ou ne se rendent pas compte qu'ils ont un trésor. Ils continuent, alors moi j'ai rien contre parce que j'adore le foot, mais ils continuent à s'enthousiasmer pour le foot, à être vachement à l'écoute des résultats des matchs, alors qu'il y a vachement plus important. Je veux dire que c'est évident ce que je dis, mais que, que c'est dingue. On a l'information que notre conscience personnelle ne disparaît pas totalement à notre mort. Qu'elle continue à exister de façon assez singularisée sous forme de champs d'information, etc., et d'émotions, etc. On a cette information et on vit comme si on ne l'avait pas. Ben, c'est C'est-à-dire qu'on fou, ne hein. prépare pas sa mort, on ne parle pas de la mort, on ne fait pas de rituels spéciaux et beaux autour de la mort. On craint la mort, Alors que c'est un c'est tabou. essentiel. C'est Ça un tabou, devrait. on fait comme si elle n'arrivera jamais, on s'étonne qu'elles arrivent à nous un jour. On a peur des gens qui vont mourir, on ne les accompagne pas comme il faut. Enfin bref, il y a toute une Justement, vie qui Ça et devrait on être fait comme si ça tout. n'existait pas. Ça devrait être tout le Marc, contraire. vas-y. Non, je coupe du Juste une coup. chose, Marc, juste une chose. Par Oui, exemple, vas-y. pour le congrès de Marseille qui avait lieu en 2013, où Sonia Barcala avait fait un Avec premier Sonia, congrès à oui, Martigues, bien puis elle avait sûr. fait un deuxième à Marseille. Il y Tout avait à les plus fait. grands spécialistes de la conscience du monde qui venaient, Ça a qui été ont des énorme. expériences de mort imminente. C'était fantastique, c'était une bonne nouvelle, quoi, enfin, quand même. Et ben, à la télé, personne n'en a parlé. Ils ont Non, c'est parlé des fou, hein. matchs, ils ont parlé de la énième discussion politique qui revenait au même que ce qui avait été dit il y a Alors 10 que ans ou il y a c'était 5 ans. essentiel, ces Alors que c'est deux. essentiel, c'est-à-dire que les choses essentielles, on dirait qu'il y a, je sais pas, elles font peur, ou je sais pas si on n'y croit pas, c'est trop beau, je sais pas, ou on était trop conditionné à penser que c'est pas possible, il faut souffrir pour aller en enfer, ou qu'il n'y a rien, ou je sais pas trop quoi. C'est des croyances, hein, en fait, de dire qu'il n'y a rien. Les gens disent, moi, je ne crois pas en quelque chose. Bah si, je suis désolé, vous croyez qu'il n'y a rien après la mort. C'est une croyance qu'il n'y a rien après la mort. Je suis désolé, parce que, preuve du contraire, vu qu'il y a plein d'expériences qui montrent qu'il semble y avoir quelque chose, quand on dit qu'il n'y a rien, c'est une croyance. Enfin, alors, c'est pas comment vous définissez la croyance. Enfin, bref, c'est étonnant, quoi. On repose sur une mine d'or et on vit comme des pauvres à aller chercher de maigres petits détritus dans le monde pour essayer de survivre et de vivre. Alors que, enfin bref, voilà, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais Oui, oui, non, mais alors vraiment complètement OK. Marc, tu voulais dire? oui. Ben justement, c'est passionnant. Puis en fait, la philosophie Platon, préparer sa mort, finalement, ça devrait être, dès la naissance, la mort devrait être une fête, quoi. Comme dans certaines cultures, Tout au à fait, Mexique ou autre, ça tout à devrait pas fait. être tabou, quoi. Dès Et qu'on est, après, on meurt. Dès ben qu'on est, oui. on commence à dégénérer et en même temps à se rapprocher de la vie, de l'après-vie, qui est une vie aussi avec un grand V majuscule. Donc dès qu'on est, on meurt et dès qu'on meurt, on est. Donc c'est un mouvement incessant de passage d'un état de conscience à un autre. On fait le plus dur. Là, en ce moment, le plus dur, c'est nous, hein, c'est ceux qui sommes sur Terre qui ont le plus gros boulot là. C'est beaucoup plus facile après, quoi. Et avant, probablement. Et on est un peu comme des ouvriers qui vont à la mine, au charbon, qui il faut y aller parce que c'est bon pour la conscience. Et puis on ne peut pas s'empêcher. Comme je dis, quand je dis la conscience aime la conscience ne peut s'empêcher de jouer et ne peut s'empêcher de se créer des propres énigmes, des propres pièges, même des salles de musculation pour elle, pour qu'elle grandisse. Donc elle s'impose elle-même par jeu et par volonté des épreuves. Donc nous-mêmes qui en faisons partie, on en participe. Notre petit moi l'oublie et dit, mais j'ai jamais voulu cette vie-là, mais je ne serai jamais descendu sur Terre. Oui, le petit moi, oui. Mais le grand moi dont on vient, mais bien sûr que si, qu'il veut. Eh bien, Bien sûr que évidemment, si, parce qu'il qu'il a y a une souhaité. mission derrière tout ça. Il y a une transformation radicale et une élimination du karma passé. Il y a une question de Laetitia Motion. Est-ce que justement cela a pu créer dans votre exercice des critiques une mise à l'écart, car votre approche est très avant-gardiste dans le paysage français? Alors, je relis Oui, oui, exactement ce que d'accord, j'ai je comprends écrit. la question. Je comprends la question. Euh, alors, bah, de toute façon, moi, j'ai toujours été à une sorte d'indépendant, c'est-à-dire, je n'ai pas recherché ni les honneurs, ni la reconnaissance. Je n'ai pas cherché à entretenir des relations universitaires ou avec mes pairs PIRS.
Je ne pense pas d'ailleurs qu'ils me lisent, ces gens-là, parce que le milieu médical ou universitaire est un milieu très fermé, très hermétique, un peu comme les chevaux de course. Vous savez, on leur met des œillères pour pas qu'ils soient distraits en regardant à droite à gauche et pour aller directement vers le but. Donc, ils ont leurs œillères, ils ont leur milieu fermé, leurs revues spécialisées. Ils sont bien d'accord tous dans leur petite, c'est pas méprisant ce que je dis, dans leur confrérie, que voilà, non, non, le chamanisme, c'est du charlatanisme, c'est des psychotiques, c'est des hystériques. La vie après la mort, mais c'est une connerie, c'est vraiment pour les âmes faibles qui ont peur et qui se rassurent comme ils peuvent, hein. On comprend pourquoi ils le font, etc. Je veux dire, ils ne se posent pas de questions. Parce que le matérialisme a amené la sensation qu'on pouvait répondre à toutes les questions à l'intérieur de ce modèle. Et que les questions auxquelles on ne pouvait pas répondre à l'intérieur de ce modèle matérialiste, un jour, on pourrait y répondre par le modèle matérialiste. C'est juste une question de temps, de progrès, et on finira bien par comprendre, et on finira bien par expliquer ce qui est extraordinaire, on peut expliquer. Or, c'est faux. Le hard problème de la conscience, c'est-à-dire comment la conscience peut émerger des neurones, donc comment la conscience peut émerger de la matière, ils n'ont jamais trouvé une explication satisfaisante. Mais ils prennent par principe que c'est vrai et que donc ils nous expliquent que les neurones créent la conscience et que dans les expériences psychédéliques, c'est parce que ça stimule les neurones. Les pauvres petites cellules avec leurs petits bras musclés qui pourraient créer des choses aussi belles, incroyablement intelligentes, harmonieuses, fantastiques, inconnues, alors qu'elles ont l'expérience de rien, ces pauvres petits neurones. Ils n'ont jamais vu ça dans leur vie. C'est pas C'est parce qu'ils se mettent à comme plusieurs. Pierre Duret dit également, et ça remet aussi en perspective les connaissances religieuses et les traditions religieuses, enfin celles qui sont clivantes et enfermantes à travers des Oui, dogmes. c'est-à-dire que ça nettoie les dogmes, la poussière des dogmes et la superstition des dogmes, Et ça, et ça redonne ça crée l'essentiel. la reviviscence des branches dites ésotériques ou des branches dites mystiques des religions. Le Tout à fait. soufisme pour l'islam, la gnose pour le chrétien, la kabbale pour les juifs, etc. Enfin bref, mais, et comment ça, par contre, oui, dès qu'on est dans une branche où on passe pas par un intermédiaire, par l'homme qui a vu l'ours, mais qu'elle nous dit branche-toi directement sur le divin, il est en toi déjà, tu as déjà le commutateur, tu as déjà les plugs pour pouvoir t'y brancher, c'est fourni d'office, de série, et vas-y tout seul, tu n'as pas besoin de moi. Et dans toutes les religions, les branches mystiques, c'est ce qu'elles disent. Eh ben, c'est sûr que là, c'est correct envers l'individu, puisque ça leur donne son autonomie, et ça leur donne le sentiment que le sacré est aussi en lui, qu'il n'est pas un individu souillé, pécheur, et qui doit se racheter et Dans passer par une des épreuves culpabilité inutile. voilà, en disant bien auprès de tout ce qu'il a fait de mal, etc. Et repens-toi et bats-toi et donne-toi des coups, etc. Bref, euh, il donne au contraire, non, tu fais partie de cette divinité déjà. Il suffit juste de t'y reconnecter, de t'en souvenir, tout simplement, de la ressentir à nouveau, de ne plus la chasser de toi. Voilà, bref, de rendre ton corps conscient de la vie et de la magnificence de la vie et de ton esprit, que le Est-ce que, danger n'existe pas vraiment, que tu es éternel. Enfin, bref, dès qu'on fait ça, qu'on est dans une branche mystique, il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Donc les églises perdent du pouvoir. Elles n'ont plus le pouvoir de vous condamner, elles n'ont plus le pouvoir de vous demander de donner de l'argent ou de faire des choses pour elles, etc. Donc oui, je réponds à ta question. C'est Voilà. clair, oui, mais tout à fait. Tony, tu voulais dire? oui, par rapport à la mort imminente et les expériences que tu as qui te rappellent plus ou moins tout ce qu'il y avait avant et tout ce qu'il y aura après, est-ce que c'est similaire pour toi ou d'après tes connaissances par rapport aux expériences qu'il peut y avoir sous psychédélique? Ou est-ce qu'il y a Alors, quand même une ouais, ouais. différence? Alors, il y a des études qui montrent, notamment avec la DMT, mais on aurait pu les faire avec la kétamine, c'était faux aussi avec la kétamine, mais moins, surtout la DMT, que si on fait passer des échelles de mesure de phénomènes mystiques et puis d'expériences de mort imminente, il y a des échelles spéciales. Euh, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais il est très connu. C'est un psychiatre américain qui a fait une échelle pour voir la profondeur des états d'expérience de mort imminente, hein. Et si on fait passer ça à des gens qui ont pris de la DMT, donc qui est un psychédélique, eh ben, ils ont pratiquement tous les items de l'échelle d'expérience de mort imminente qui sont élevés, sauf un item qui est la perception d'une barrière où on dit aux gens, si tu vas plus loin, tu ne reviendras pas. Si tu veux retourner dans ton corps et ne pas mourir, il faut que tu refasses demi-tour. Ça, ils ne l'ont pas, les gens qui ont pris la DMT. Donc, ça veut dire que d'ailleurs, la conscience fait bien la différence. Elle sait bien quand elle va vraiment se désunir du corps définitivement ou quand c'est juste le temps d'un psychédélique qui solubilise un peu les liens. Donc, il y a ça. Mais ce n'est pas étonnant. Alors, les gens matérialistes, ils ont dit, ben, vous voyez, c'est la preuve que les expériences de mort imminente, c'est lié à des phénomènes chimiques, puisque quand on donne la drogue à des gens, enfin, la drogue psychédélique, eh ben, ça fait une expérience de mort imminente. Oui, mais ça, c'est pourquoi? Parce que tout simplement,
les échelles d'expérience de mort imminente contiennent beaucoup d'items, sont saturés d'items qui sont des items d'état élargi de conscience. Donc, c'est normal que si on fait passer l'échelle de mort imminente à des états élargis de conscience, qu'ils soient liés à des psychédéliques ou qu'ils soient liés à de la méditation ou qu'ils soient liés à ce que vous voulez, il y aura une forte, il y aura les équivalences, évidemment. il y aura une forte note à l'échelle d'expérience de mort imminente. Ça ne veut pas dire que les deux sont la même chose. C'est comme si vous faisiez passer une échelle de mammifère à un chien et à un homme. Alors, est-ce qu'il a 4 membres? Oui. Bon. Est-ce qu'il a 2 oreilles? 2 oreilles, oui. Est-ce qu'il a besoin de manger de la nourriture? Oui. Alors, si on fait ça, vous allez voir qu'on va dire qu'on est un chien. On est un chien puisqu'on a toutes les mêmes notes à l'échelle des mammifères. Mais non, on a les mêmes notes pour des trucs très généraux, du genre à 4 pattes, respire de l'air, de l'oxygène, etc. Mais dès que ça va devenir plus spécifique, ce que les échelles ne font pas, ça va devenir différent. Le seul item spécifique à l'échelle de mort imminente, c'est a le sentiment d'être mené à une barrière et que s'il retourne, s'il la franchit, ne reviendra pas. Ça ne l'est pas avec la DMT, par exemple, avec le psychédélique. Ça veut dire que ce n'est pas le même phénomène que la conscience sait qu'elle va affronter la mort ou pas. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est net, Oui. c'est clair ce que je dis ou pas? Ah, Oui, moi, ça je va? trouve très bien, oui. D'accord. Il y a une question d'Émilie aussi. Que pensez-vous des études de Strassam qui proposent que la DMT soit produite par la glande pinéale au moment de la mort et est-ce que c'est ce qui induit les EMI? Et est-ce qu'elle Alors, induit les EMI? ben non, oui, justement, pourquoi non? Parce que justement, dans les expériences de mort imminente, ce qui se passe, c'est que l'électroencéphalogramme devient plat, les potentiels évoqués visuels ou auditifs s'annulent, la respiration s'arrête, le cœur s'arrête, et dans le cerveau, il n'y a plus d'échange électrochimique. Tout est à l'arrêt. Donc, Donc, ça la ne peut marche pas peut être, pas fonctionner au peut pas être niveau la DMT puisque glande le cerveau, pinéale. justement, ne fonctionne plus. Ben oui. Donc, si c'était la DMT qui créait l'expérience, ça veut dire que la DMT stimulerait des neurones et ça veut dire que le l'EEG ne serait pas plat. Vous voyez? Et donc, ça ne marche pas, ça. Il y a eu Simplement, une la DMT, effectivement, est peut-être un neuromédiateur qui est déclenché par les états élargis de conscience. C'est-à-dire qu'il faut faire le rapport inverse. Souvent, par exemple, je vais vous donner un truc. Les matérialistes, quand il y a une fonction par exemple, cognitive, mémorisation, attention et tout, ils voient qu'il y a certaines aires qui s'allument dans le cerveau. Et ils disent, donc, c'est ces aires du cerveau qui créent. On peut très bien faire l'hypothèse inverse. Attention, corrélation n'est pas causalité. C'est-à-dire, c'est pas parce que les deux arrivent en même temps, une fonction cognitive et certaines aires cérébrales qui s'allument, que les aires cérébrales créent la fonction cognitive. Ça peut être simplement que la fonction cognitive liée à la conscience se sert des zones du cerveau, donc les allume. C'est comme, par exemple, moi, je suis le conducteur, je suis la conscience. Et le cerveau, c'est la voiture. J'arrive dans la voiture, je voudrais aller quelque part. J'arrive, je prends ma clé, j'allume la voiture. Donc, si on regarde, dans la voiture, il y a des voyants qui s'allument. Oh là là, quand quelqu'un veut aller quelque part, eh ben, c'est la voiture qui crée le voyage parce que ça s'allume. Non, la voiture ne va pas créer le voyage. C'est-à-dire, si vous avez fait que tourner la clé, elle ne vous amènera pas où vous voulez aller. Il faut l'intentionnalité de la conscience. D'ailleurs, maintenant que je t'ai allumé, je vais t'amener là et là, et on va accélérer ou utiliser les freins, etc. Mais ce n'est pas la voiture qui décide de faire ça toute seule et ce n'est pas elle qui est à l'origine. Elle ne fait que transmettre. Le cerveau n'est pas le chef d'orchestre. Le cerveau amène de l'information à la conscience ou Qui synthétise de permet à la l'information conscience de se visuelle. matérialiser, mais elle La n'est pas conscience la conscience. en prend acte, voilà, on prend acte, et la conscience décide, et le cerveau répercute à tout le corps. C'est un très bon Premier ministre. Hein, si vous Donc, voulez si faire un on truc, on dirait la reprend, conscience, c'est le président, et le cerveau, c'est le Premier ministre. Voilà. si on reprend Ça, ton métaphore, la production de DMT qu'il peut y avoir, c'est plutôt un espèce de signaux clignotants qui apparaît dans la voiture. tout à fait, exactement. Exactement. Et qui Je pense que ça peut facilite, aussi hein, parce que répondre à la réponse de Émilie qui disait justement, pourtant, des expériences sur les rats ont montré des expériences importantes de DMT pré-mortem. oui, mais ça ne veut rien dire. Parce que quand le cerveau ne fonctionne plus, la DMT, tu peux mettre n'importe quelle drogue, n'importe quel produit, n'importe quelle substance, ça ne va pas faire démarrer le cerveau. Et pourtant, c'est à ce moment-là, quand le cerveau ne fonctionne plus, que la conscience est la plus forte, la plus expansée, la plus lucide, la plus intelligente, qu'elle fait des expériences qui vont modifier ensuite le cours de la vie de l'individu quand il reviendra à la vie, qui vont lui faire. Raymond Moody, le psychiatre qui avait créé le terme de état modifié, expérience de mort imminente, and the near-death experience, il disait que c'est une 5 minutes psychotherapy, une psychothérapie en 5 minutes. Les 5 minutes où le cerveau s'arrête, c'est là que la personne se rend compte des choses les plus extraordinaires de sa vie, qu'elle fait une revue de vie où elle voit tous les éléments de sa vie à rebours, à la place d'elle, à la place des autres, à la place d'un troisième point de vue, elle a accès aux connaissances du monde entier, qu'elle est parfois guérie d'une maladie, qu'elle a des pouvoirs ensuite parapsychologiques en revenant sur Terre. Enfin, il se passe des choses extraordinaires quand le cerveau ne fonctionne plus. Donc dire que c'est le cerveau qui crée ça, ça serait de dire
oh, c'est quand le moteur de la voiture est cassé que la voiture fonctionne le mieux. Alors là, il y a un problème, c'est que si c'est quand le moteur est cassé que la voiture fonctionne le mieux, c'est que c'est pas le moteur habituellement qui fait avancer la voiture à ce moment-là. Hein, on pourrait, moi j'aime bien les métaphores à partir de la voiture parce que Ouais, je vois ça, c'est c'est pas simple. mal. Hein. On pourrait dire la voiture, vous savez, on dit, ah, les psychédéliques, c'est dangereux, il y a eu des gens qui ont sauté par la fenêtre, donc il faut arrêter les psychédéliques. J'ai dit, OK. Oh, la voiture, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans d'autres avec l'alcool et puis qui ont conduit en sens interdit et puis qui ont fait des victimes, donc il faut interdire la voiture. Bah ouais, bah, à ce compte-là. Oh, les couteaux, c'est dangereux parce que je connais quelqu'un qui a tranché la gorge, donc il faut interdire les couteaux. Oh, on va plus rien faire, quoi. Non, mais il y a du bon sens là, les gars. Bien sûr que la voiture, il faut un permis de conduire, donc il faut s'entraîner, il faut une connaissance du code de la route, etc. Évidemment, il faut respecter certaines règles. Sinon, effectivement, ça va mal se passer. Un couteau, effectivement, il ne faut pas donner un couteau à un psychopathe qui, je ne sais pas moi, qui a soif de sang et qui voit votre liasse de 10 billets de 500 euros dans votre poche et pas de police autour et peut facilement vous les retirer alors que vous vous débattez. Non, mais je veux dire, c'est du bon sens, il n'y a pas besoin de faire des hautes études pour dire des choses comme ça, quoi, si vous voulez. Mais dès qu'on est dans Il y a l'hystérie une- collective à propos des psychédéliques ou autres, ou quand on dit qu'il y a une vie après la mort, ça crée une sorte d'hystérie. Ça crée une réaction hyper émotionnelle. Comme si vous aviez craché la figure de la personne, comme si vous disiez, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'action dans l'après-vie. Je n'ai pas monté une société à capital illimité dans l'après-vie en vous attendant. Puis maintenant que je vous ai bien conditionné, quand vous mourrez, je vous ferai payer le droit de passage. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai aucun intérêt financier à dire qu'il y a une vie après la mort. À part celui de, j'ai plutôt un désintérêt de faire passer pour un imbécile qui dit des énormités. Hein. Moi, quand j'avais écrit mon premier livre en 2009 qui s'appelait, enfin mon premier livre d'une série qui s'appelait La médecine psychédélique, donc c'est le premier parce qu'en 2009, personne s'y intéressait en France. Maintenant, depuis 10 ans, c'est l'explosion. Mais à l'époque, j'avais parlé ça courageusement, entre guillemets, mais c'est pas courageux en fait, c'est parce que ça me passionnait, j'ai envie de le faire connaître aux gens. Voilà. Mais on m'a dit que c'était courageux parce que c'est vrai qu'après, je me suis pas rendu compte lors des médecins qui m'avaient convoqué en me disant que j'avais fondé une secte, alors que c'était juste que je reportais des études faites par des Américains, des Israéliens, des Espagnols, des Canadiens. Je faisais juste de reporter des études. Je dis, mais moi, à moi tout seul, faire une secte, je suis mon propre disciple. Alors comment je me conditionne moi-même, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont vu l'absurdité de leur accusation. Donc, j'ai jamais eu de problème. Mais quand même, les réactions, les laboratoires pharmaceutiques m'ont plus jamais contacté. Le jour où j'ai écrit ce livre en 2009, alors que chaque semaine, je recevais des visiteuses ou des visiteurs de laboratoires pharmaceutiques. Du jour au lendemain, plus aucun laboratoire ne m'a jamais sollicité. Alors, ils sont un peu grillés, ça montre qu'il y a une liste noire, parce que ça montre que quand ils sont dans la compétition pour gagner de l'argent, mais dès que leur business est remis en cause, ils sont bien solidaires. C'était marrant, ça, quand même. Moi, ça m'arrange parce que comme ça, je suis plus embêté depuis 10 ans, depuis 11 ans par les laboratoires, dans le sens, il fallait leur dire rendez-vous à la fin de journée surchargés, il fallait discuter avec eux. Bon, pour pas grand-chose, parce que finalement, les produits se ressemblent tous. Hein. Bon, il n'y a pas vraiment de. Non, mais il n'y a pas eu de grande innovation dans le domaine des antidépresseurs Ouais, des benzodiazépines, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que les psychédéliques sont à la mode, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment des traitements potentiellement extraordinairement forts en quelques prises seulement, pas besoin d'en prendre tous les jours pendant plusieurs mois, plusieurs années, ce qui ne plaît pas au laboratoire. C'est pour ça qu'ils veulent créer leur formule pour pouvoir ensuite l'exploiter et gagner de l'argent avec. C'est parce que là, on ne peut pas compter sur eux bien sûr, pour commercialiser des choses qui appartiennent au domaine public et qui vont rien leur apporter. Ce n'est pas leur boulot non plus. Hein. Normalement, c'est à l'État de faire ça, mais il ne le fait pas. De s'assurer que ces produits fantastiques soient utilisés en médecine, physique ou psychologique, pour rien, pour 3 fois rien. En quelques prises. Évidemment, ça demande la formation de thérapeutes spécialisés pour ça, on est d'accord, ça ne se fera pas du jour au Qui ont lendemain. vécu Mais l'expérience eux-mêmes et puis qui qui ont savent. vécu, qui ont vécu Il y aussi a sans substance des Alain expériences de... Michalak qui a une question, je crois, depuis Oui, un Ok, petit moment. vas-y, Tony. Oui, Vas-y, oui, Alain. bonjour. Pardon. bonjour. Ouais. Juste pour rebondir un petit peu sur l'histoire du rôle du cerveau par rapport à la conscience, il y a une chirurgienne, je crois qu'elle est neurochirurgienne d'ailleurs, qui a été opérée d'une tumeur Taylor, cérébrale. ouais. Oui, je ne sais plus, oui, Gilles Taylor, voilà, qui a nécessité le shunt du sang donc, pour mettre le ouais. cerveau hors connexion complète, refroidissement du cerveau. Donc son cerveau était non fonctionnel, comme si Ah elle oui, avait oui, été oui, morte. c'est pas Bella Reynolds, Voilà, c'est ça. Et elle a été capable de décrire tout ce qui s'est passé tout à fait. pendant l'intervention, et alors que scientifiquement parlant, son cerveau était hors service. Oui, Voilà, merci donc de le ça, rappeler. c'était pour revenir à ça. Voilà. Et puis, je voulais revenir un petit peu sur, au moment de la mort, cette partie de la conscience qui poursuit son chemin.
et qu'on retrouve, alors je pense qu'il y a de nombreux thérapeutes ici qui vivent peut-être ces situations, et qu'on retrouve ces énergies informatives, ces informations de personnes, d'individus qu'on retrouve rattachés à des personnes qui ont des troubles, notamment psychologiques. Et si on élimine ces présences, ces mémoires identitaires, je ne sais pas comment on peut les appeler, eh bien, comme par enchantement, la situation des personnes s'améliore. Est-ce que ça peut être vécu dans ces expérimentations avec des psychédéliques ou des choses comme ça? Est-ce que ça correspond à ça? Alors là, excusez-moi, parce que là, C'est-à-dire que, la bande passante de je ne mon, sais pas si je suis clair j'ai mal dans mon entendu. Non, énoncé. c'est-à-dire que là, la bande passante là, du réseau est faible et ça a été coupé, haché, donc Je vais j'ai mal essayer entendu. d'expliciter. Il exprimait le fait que dans certaines expériences Oui, de thérapie, finalement, eh bien, les personnes se trouvent comme si elles étaient accrochées, finalement, comme s'il y avait des entités ou des choses qui étaient accrochées à elles, et que le fait de les nettoyer, évidemment, les libérait de ça. Et ils se demandaient si, à travers les Oui, c'est ça. psychotiques, effectivement, le phénomène peut se produire également. Je traduis bien, Alain? Grosso modo, c'est ça. C'était En vraiment gros, savoir si l'accès des psychédéliques dans la psychiatrie pouvait aider vraiment à soigner complètement, comme une purge au niveau thérapeutique. c'est ça, parce que dans les séances qu'on effectue, on rentre en contact avec ces éléments identitaires qui s'identifient avec un nom, avec tout un tas oui, d'éléments de vie, de choses comme ça. Et quand le travail est effectué, où on élimine toutes les problématiques de la mémoire identitaire Oui, tous les et que accrochages, quoi. celle-ci s'en va, les problématiques de voilà, et les problématiques de la personne disparaissent. Ok, tu as entendu, Olivier? oui, oui, oui. Je suis un peu perplexe parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris le sens de la question, mais c'est pas grave. Je vais répondre comme si j'avais compris, puis peut-être j'aurais pas compris autre chose. Euh, Ce qui est clair, c'est que par exemple, ça c'est dans le chamanisme qu'on voit ça, dans l'utilisation des plantes au niveau chamanique, c'est qu'effectivement, on contacte des domaines non visibles, des mondes parallèles, euh, peuplés d'esprits, et qu'on s'aperçoit que certaines connexions avec ces esprits peuvent se faire lors de la substance, peuvent se faire même après et continuer après la substance. De même, quand on fait des voyages chamaniques sans substance, hein, on peut apprendre à voyager dans le monde d'en haut, le monde du milieu, le monde du bas, etc. On s'aperçoit on peut créer des connexions, que ces connexions ensuite sont durables. Et que ces connexions peuvent être soignantes si elles ont été faites dans l'intention de justement d'amener de l'information, de la connaissance, de l'amour, du soin, de la guérison, etc. Mais à l'inverse, dans le chamanisme, hein, on sait que si on contacte un peu à l'aveugle, euh, sans intention particulière positive, certains mondes, on peut avoir des connexions non voulues et résiduelles avec d'autres entités. Et que ces connexions, parfois, sont un peu parasitantes, ou que l'entité se sert de vous parce que c'est plus un monde d'amour, de désintérêt où l'énergie est accessible à foison, à l'infini, mais il faut lutter un peu pour son énergie. Donc c'est du donnant-donnant, notamment ce qu'on appelle le monde du milieu chamanique. Euh, alors je ne sais pas si c'est à ça que vous vous référez, peut-être ça n'a rien à voir. Non, par exemple, dans Alors, la transe intégrative, c'est pas lié au chamanisme, c'est lié à d'autres techniques que certains font, Oui, des techniques d'hypnose ou la technique que je pratique aussi. Et en fait, sans rentrer dans un protocole chamanique, oui, à travers la personne, en relationnel, comme ça, on arrive à mener la personne dans cette relation avec ses mémoires identitaires reliées à elle pour pouvoir les travailler et les faire partir, d'accord. Mais sans rentrer dans des... quand vous parlez d'identitaire, vous parlez d'autres bouts de sa propre âme qui ne se sont pas Non, incarnés dans non, cette vie non, et qui sont enfin, dans des vies. Ou vous parlez non, d'âme étrangère ou d'esprit étranger, entre guillemets. d'âme étrangère, d'esprit D'accord, étranger. En tout, c'est comme ça que ça se présente, en tout cas. d'accord, d'accord. Oui, 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 ça m'étonne pas du tout ce que vous dites. Enfin, c'est tout à fait compatible avec le modèle global de tout vient de la conscience, tout est interpénétré, interconnecté par la conscience, et qu'il y a de nombreuses formes d'action et de réaction et d'interaction entre la conscience et elle-même sous le couvert de différents corps, de différents esprits qu'elle a créés elle-même. C'est-à-dire comme si tout l'univers venait d'un même soleil, c'était des rayons comme ça, mais qui peuvent se rencontrer et interagir entre eux. est-ce que
tu as des recherches ou des choses qui certifient que des personnes avec des pathologies psychiatriques, grâce à l'aide des psychoactifs ou autre chose, Oui. ont pu justement se soigner de ça. Donc même au niveau de l'EEG, ils ont plus ces pathologies grâce à une expérience, soit avec les psychédéliques, soit, comme l'explique Alain, Ah ben, avec ça autre chose. c'est pas des expériences qui ont été étudiées scientifiquement jusqu'à maintenant, hein. C'est très avant-gardiste, hein, comme hypothèse. C'est pas pour autant que c'est pas juste, mais, On est au balbutiement de ces mais, travails, de ces Parce que recherches. justement, c'est ce qu'ils on se est font dans un le peu dans domaine. la transcognitive, là. Ils sont en train de faire des Oui, recherches un peu là-dessus. oui, oui, tout à fait. Et il montre d'ailleurs qu'on peut avoir accès à d'autres mondes, à d'autres esprits avec la transcognitive, d'autres sources d'informations. Mais disons qu'il n'y a pas encore d'études qui montrent. Et d'ailleurs, comment l'identifier? C'est des témoignages, c'est subjectif. Quand je dis subjectif, ça ne veut pas dire que c'est vrai, puisque tout vient de la conscience. Donc c'est encore plus vrai quand c'est subjectif quelque part. Mais ça rend difficile l'utilisation des moyens d'évaluation conventionnels, c'est-à-dire les échelles de mesure, l'imagerie cérébrale et tout ça. Ça ne mesure que de l'objectif et ça ne va pas au cœur de ce qui se passe. Là, il va falloir bientôt que je m'arrête aujourd'hui parce que je Oui, dis Ouais. à 18h45. ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite. C'est vrai que J'avais une heure et quart. une petite question, Olivier, Oui, une vite petite fait. dernière question alors. Ouais. Est-ce que tu penses que la technologie va accélérer tout ça par la suite, dans 10, 20 ans? Est-ce que tu penses que… Bah, je répondrai une chose, c'est par exemple, et je ne veux pas trop le développer parce qu'il me reste peu de temps, il y a un philosophe extrêmement influent, extrêmement important en ce moment, qui a une pensée vraiment très forte, qui s'appelle Bernardo Kastrup. C'est lui le meilleur représentant maintenant de l'école postmatérialiste, de l'idéalisme moniste, de ce qu'on appelle l'idéalisme analytique. Bref, comme quoi tout est dans la conscience et tout vient de la conscience. Et il le démontre par de nombreuses études scientifiques, vraiment, et philosophiques, parce qu'il est les deux. Il est scientifique, il a travaillé au CERN, et il est docteur en philosophie aussi. Donc, il est ingénieur en intelligence artificielle, etc. Dans son livre More, M-O-R-E, Than Allegory, plus qu'une allégorie, il décrit un protocole dans lequel il utilise à la fois de la stimulation magnétique transcrânienne, des produits psychédéliques qui sont donnés au milligramme ou au microgramme près en fonction des besoins de la personne, un système d'intelligence artificielle qui analyse le vécu de la personne et qui dit il faut réintensifier la stimulation transcrânienne là et injecter plus de telle substance parce qu'il y a ça qu'il a besoin. Donc, une sorte de système de feedback en ligne permettant de donner exactement les bonnes substances en bon moment en fonction des réactions de la personne subjective, en fonction de l'imagerie cérébrale qu'on capte d'elle, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut imaginer des projets complètement avant-gardistes, je dirais pas fou parce que il y a une logique là-dedans et qui vont pouvoir vraiment faire avancer finement, mais pas seulement, comme on dit, on va faire finement avancer la compréhension du cerveau parce que non, on ne saura jamais si c'est des corrélations ou si c'est la causalité. Non, par contre, qui utilise le cerveau et ses réactions comme un des feedbacks possibles pour que la personne, voyant elle-même les résultats que ça sur son cerveau, prenne la décision d'utiliser plus de substances de telle chose, ou alors c'est l'intelligence artificielle qui est embarquée dans le système, dans le dispositif, qui elle-même décide avec des algorithmes qui auraient été affinés au fur et à mesure par plein d'expériences. Enfin bref, c'est un peu de la science-fiction, et pourtant, quand Kastrup en parle, c'est extrêmement précis, et les expériences qu'il a faites, ou qu'il dit que de personnages a fait, parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'est de la fiction ou si c'est vrai, et pourtant ça semble drôlement vrai, euh, les expériences qu'il fait sont des expériences hautement spirituelles. Quand on voit ce qui est raconté dans le livre, c'est waouh, c'est le top niveau, quoi. Vraiment, de tout ce que j'ai lu. Et croyez-moi, j'en ai lu des livres, j'en lis toutes les semaines au moins 2 ou 3. Et ce type-là est un génie. Bernardo Kastrup, More Than Allegory. Il avait écrit aussi, par exemple, Why Materialism is Baloney, pourquoi le matérialisme est de la foutaise. Mais bref, non, c'est ce livre-là, More Than Allegory. Je ne sais pas si je l'ai là, Ok. de Bernardo Kastrup. Alors, il est en anglais. Désolé pour ceux qui lisent pas l'anglais, mais c'est vraiment waouh, très très fort, très 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 fort. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, merci de m'avoir écouté pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'au bout. Je vois Est-ce qu'il que y a tu veux 15 juste participants. profiter de dire que tu as ton livre à toi qui sort bientôt aussi? Oui, je peux redire qu'il y a l'éveil Ah, voilà, psychédélique. montre-le nous, là, il va être Alors, magnifique celui-là. je ne sais pas, vous le voyez là? Oui, Ouais, impeccable, on c'est voit là. parfait. Et je vous aurais bien montré un autre livre qui justement faisait la synthèse de tout ce qu'on appelle les expériences périmortelles, qui est sorti chez Larousse l'année dernière, qui s'appelle La vie après la mort, et dans lequel je parle de avant la mort, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Near Death Awareness, les expériences de conscience accrue
à l'orée de la mort. Les gens, juste avant de mourir, dans les heures précédentes, ils voient des défunts venir les chercher, ils voient des paysages. Bref, toutes des choses qui sont vérifiées. Et pendant la mort, c'est l'expérience de mort imminente. Après la mort, c'est les contacts avec les défunts ou les contacts spontanés avec les défunts ou induits par la transcommunication hypnotique, par exemple le charbonnier, ou par la transcommunication instrumentale, ou par des médiums, etc. Puis la vie entre les vies, puis la vie, les réincarnations avec les travaux de Stevenson, Tucker, etc. Et je fais dans ce livre-là, à la fois il y a un chapitre physique quantique, etc., physique de la conscience, mais c'est surtout les différents domaines de validation, parce que un brin, on peut le casser facilement, mais quand on met plusieurs brins en fagot, ça devient beaucoup plus difficile à casser. Et toutes les preuves concordent et convergent vers le fait que la conscience est indépendante du cerveau, avec ces différentes expériences périmortelles, avant, pendant et après la mort. Et ce livre, il est fait pour le grand public, mais je résume toutes les... avec ma collaboratrice, Mario Griffard, la co-auteure avec moi, mais j'aurais bien voulu vous le montrer à l'écran, mais alors, comme un bécasson, je ne sais pas. Mais écoute, tu nous le mettras en commentaire Ouais, du live. d'accord. Ça Si tu s'appelle La le vie veux après bien. la mort, chez Ouais. Larousse. C'est comme j'aime bien les travaux que tu as fait aussi pour les enfants, pour expliquer la mort aux enfants. Ah oui, Je trouve expliquer ça la mort, oser parler de fondamental la mort aux aussi. enfants. Ouais, c'est important ça. Ah, ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et puis à voir ensuite les réactions des enfants, c'était génial. Oui, oser Merci parler de la mort aux beaucoup. enfants. Merci beaucoup. Merci. Merci Olivier. Merci, Bonne chance à Bonne vous. soirée. très bonne Bonne soirée soirée à à vous. toi. Au revoir. Merci. Il est Alors, passionnant. j'arrête la retransmission Ouais, tu peux couper. dans un instant. Merci à tout le monde d'avoir visité, d'avoir regardé. Merci N'hésitez à vous pas à tous écrire des d'avoir commentaires été si là. vous avez des questions. À bientôt.